Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode en toute humanité. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour les premiers retours que nous avons reçus pour le premier épisode. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, partager si ce premier épisode vous a parlé. Aujourd'hui, nous recevons un médecin généraliste. Nous allons discuter de tout ce que l'on ne voit pas, la responsabilité, le rôle humain qu'ils peuvent avoir dans ce monde sous pression. Et alors, nous allons commencer aujourd'hui avec Joël. Bienvenue Joël. Merci. Ben, J'aimerais commencer aujourd'hui, comme je l'ai dit, discuter un peu de l'envers du décor du médecin généraliste. Et pour ceci, j'aimerais que tu puisses te présenter tout d'abord. Donc, dis-nous un peu qui tu es. Oui, je suis Kessé Mavouba Joël, médecin généraliste à Bruxelles, marié, père de 2 enfants et être humain. Tout à fait, car nous sommes en toute humanité. Et comme tu le sais, c'est vraiment cet aspect-là que j'ai envie de développer avec chacun de mes invités. J'aimerais te demander tout d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir médecin généraliste et enfin, qu'est-ce qui t'a poussé tout d'abord à devenir médecin, mais plus précisément médecin généraliste? J'avais pas vraiment l'intention de devenir médecin, j'y pensais même pas en fait. C'était pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Mhm. C'était un peu par hasard. Il restait 2 jours avant la fin des inscriptions et je devais faire quelque chose. Et alors j'ai suivi un ami à nous d'ailleurs, Ah, qui ça? qui lui voulait faire la médecine. C'est qui l'ami? Randy. Ok, gros big up à Randy. Lui, il voulait faire la médecine, donc je l'ai suivi et puis je suis parti. Il y avait plusieurs trucs qui m'intéressaient pas vraiment. Tout ce qui était économie, littéraire, c'était pas trop mon truc. Donc j'étais plus scientifique, un peu biologie, un peu chimie, etc. Pour ceux qui savent, savent. Et, euh, et donc je me suis inscrit en sciences biomédicales au début parce que ça me paraissait un peu être le mix de tout ce que je connaissais, ce que j'aimais bien. Et puis finalement, on s'est retrouvés à la fac. C'était un tronc commun à l'époque, avec la médecine, la dentisterie. Je me suis dit, bon, tant que j'y suis, pourquoi pas, l'année d'après, m'inscrire en médecine. Et puis après, c'est comme un train, dès que tu montes, ça démarre. Et puis, ça ne s'arrête plus jusqu'au terminus. Mais j'avais pas vraiment ce rêve d'enfance, comme la plupart des gens avec qui on a étudié. Leur papa était médecin, maman. Et il y a quand même ma tante qui m'avait, elle, motivé à changer, à passer de sciences biomédicales en médecine. C'est la seule personne qui m'avait vraiment motivé à me dire, vas-y, inscris-toi en médecine. Et elle est médecin, d'ailleurs. Ok. Et voilà. Et puis, voilà, c'est comme ça que de De fil fil en en aiguille. aiguille que je suis arrivé là. Mais il n'y avait pas vraiment ce truc. Ça a commencé vraiment, on va dire, plutôt vers le premier master, quand on commence les vrais stages à l'hôpital. Et là, on te donne une blouse, un stéthoscope, et tu te dis, waouh, c'est Hmm. ça que je vais faire finalement. Et voilà, et c'est comme ça que la petite euh, fibre de médecine est née. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de stages à l'hôpital. De toute façon, c'est la plupart des stages qu'on fait quand on est en médecine, c'est à l'hôpital. Et j'aimais pas du tout l'hôpital. Il y a un esprit de compétition, de commérage. Il y a toute une atmosphère compétitive, d'hypocrisie comme ça qu'il y a entre les étudiants, les stagiaires, les internes, que j'ai pas aimé. J'ai vu des médecins, pères de famille, se faire engueuler comme des enfants parce qu'ils ont fait une erreur pendant une opération. Et ça, c'est quelque chose qui, je me suis dit, la hiérarchisation, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et l'étudiant en médecine, c'est le dernier dans la hiérarchie. Tu as le chef de service, tu as tout le reste. Et toi, tu es vraiment l'étudiant qu'on écrase. Même les infirmières t'écrasent parce que tu es l'étudiant. Donc, Et je me suis dit non. comment on survit à cette pression à ce moment-là, quand on est jeune étudiant justement? On subit parce que il faut avoir les points.
Il faut réussir son stage, il faut être là à l'heure. Il se réveille. Je prends par exemple le cas des chirurgiens, ils se réveillent à 5 heures du matin, ils sont là à 7 heures. C'est l'armée, quoi. Et toi, tu es stagiaire, tu arrives à 7h03, on te regarde. Parce que tu es arrivé à 7h03. C'est énormément de pression, je ne sais pas comment ils font. Après, bon, chacun son truc. Et puis moi, j'ai fait un stage de médecine générale justement avec un médecin. Docteur Toufani, c'est lui qui m'a vraiment dit, écoute, il faut que tu fasses la médecine générale. Parce que il avait aussi essayé l'hôpital. Il n'avait pas aimé. Et effectivement, j'ai bien aimé ce côté un peu social où on est vraiment au centre de tout. C'est ça qui est bien. Et c'est comme ça que j'avais décidé dès le départ que j'allais faire la médecine générale. Ok. À quel moment tu as compris que le diplôme de médecine générale ne faisait pas tout? Pourquoi je te pose la question? Parce qu'on parle souvent de compétences techniques, mais rarement de maturité humaine. Et là, je pense que tu me vois un peu venir parce qu'au final, aujourd'hui, dans ton rôle ou dans votre rôle, vous avez aussi beaucoup plus un rôle d'écoute, de psychologue, et pas forcément de prescripteur comme les gens peuvent le percevoir. C'est vrai que le diplôme, c'est un peu comme le Graal. On veut avoir ce diplôme, etc. Mais finalement, tu as raison dans le sens où la plupart des gens qui avaient des diplômes ne connaissaient rien de la vie. En fait, le diplôme, c'est juste une mention, si on veut, un accomplissement qui dit que vous avez validé ça, 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 ça. Mais est-ce que vous avez validé les étapes de la vie qu'il C'est faut ça. valider? Non. Donc la plupart des gens finissent, sont encore assez immatures, etc. Mais pour revenir un peu à ta question, la deuxième partie, je suis un peu perdu. Donc, je disais qu'on parle souvent des compétences techniques, mais Oui, les rarement de compétences. maturité humaine. Oui, la maturité, oui. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on acquiert avec le temps. Au début, quand on est diplômé, en fait, on se rend compte qu'on a appris tous ces cours, mais on se met dans la vie, dans la vraie vie, il n'y a rien qui ressemble à la théorie qu'on a appris à l'école ou à la fac. Donc, il faut du temps, il faut de l'expérience pour développer ce côté, cette maturité et savoir comment gérer les gens. Et aujourd'hui, au-delà de consulter, quel est ton vrai rôle? Ça, c'est une très bonne question. Il n'y a que des bonnes questions. Hein. Plusieurs. Pour les plus âgés, c'est vraiment plus du soutien. Pour les jeunes, c'est plus du mentoring. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire chez les jeunes qui viennent en consultation avec leurs parents, que ce soit des ados ou même des enfants très petits. C'est vraiment les poser des questions, savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire et les guider vers la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les parents, je trouve qu'ils sont plus très impliqués dans la vie et l'avenir de leurs enfants, c'est vrai. Mais oui, donc le rôle, comme tu dirais, c'est un rôle un peu de psychologue, c'est de soutien, rassurer les gens et, euh, et les accompagner, surtout les soigner, les soulager pour la plupart du temps aussi. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment besoin de soins en soi, ils ont juste besoin de quelqu'un à qui ils peuvent se confier et qui les écoute. C'est tout. J'ai eu une expérience comme ça avec une dame. Quand je faisais les gardes, qui a téléphoné, elle avait mal au ventre. Je suis arrivé. On a discuté pendant 40 minutes de tout sauf de son ventre. À la fin, je lui ai posé la question si elle avait mal au ventre. Elle ne savait même plus pourquoi elle m'avait appelé. Parce qu'en fait, elle avait juste envie de parler, d'exprimer ce qu'elle ressentait, etc. C'est vrai que c'est un rôle qui est difficile, qui demande beaucoup d'énergie aussi en tant que praticien, de pouvoir gérer. Parfois, on a juste envie que quelqu'un nous dise j'ai mal au ventre, j'ai ça, 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 on donne un médicament, c'est fini. Mais il y a un peu plus que juste donner un médicament, il faut les accompagner, les guider, etc. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que tu te sens alors beaucoup plus
écoutant par moment que prescripteur? Ouf. Moi, j'aime pas prescrire de toute façon. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui prescrit beaucoup. Je suis plus à l'écoute, c'est vrai. C'est une caractéristique que on me donne souvent. C'est que j'écoute beaucoup, c'est vrai. Et je ne prescris pas beaucoup. Mais le plus important, c'est de prescrire l'écoute aussi. C'est une prescription. C'est pas seulement prescrire un médicament ou une kiné ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi écouter et guider. Parce que la plupart des gens savent déjà ce qu'ils ont, pour la plupart. Donc voilà, on est plus là pour aider, accompagner les gens. Dans ce sens-là. Ok. Et aujourd'hui, être le premier tri, ça représente quoi comme charge mentale? Beaucoup. Beaucoup, c'est une énorme charge mentale. Mais c'est ce qui est aussi bien avec le fait d'être médecin généraliste, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Vu qu'on est un peu la première ligne, c'est-à-dire que tu arrives, tu as une salle d'attente avec 5 personnes. Chaque personne a un problème tout à fait différent que tu devras canaliser ou traiter ou guider. Et c'est vrai que c'est épuisant. C'est épuisant, mais en même temps, ça fait aussi plaisir. C'est pas répétitif. Donc, tu as chaque fois des cas différents, des situations différentes, qui fait que c'est comme un challenge aussi. Et surtout, je pense que ça permet aussi d'humaniser du coup les contacts que tu as avec chaque personne. Parce que si finalement on devait tous avoir des écoutes standardisées, ça ne serait pas la même chose non plus. Or, ici, toi, tu vas donner de ta personne pour vraiment Oui, rendre ce moment unique quelque part. oui. Et aussi, ça dépend aussi du patient. On leur donne la même importance, mais chaque patient a son éducation, a son background, sa culture. Tout ça fait que tu les reçois. Disons, tu ne peux pas donner une réponse standard à tout. Parce que chaque cas est différent, chaque personne a une compréhension différente. Tu dois toujours t'adapter par rapport à la personne que tu as en face de toi. Surtout chez des patients ou des gens que tu connais. Bah, vu que tu les connais, c'est un peu plus facile de savoir comment tu peux les aiguiller. Mais pour ceux que tu connais pas, bon, là, tu te mets un peu dans la peau en mode, bon, je suis à l'écoute standard parce que je ne sais pas, c'est la première fois que je le vois. Et puis de là, tu essaies un peu de cerner la personne, quel type de personne c'est. Et là, tu vas adapter ton approche par rapport à la personne que tu as en face. Mais ça prend beaucoup d'énergie, honnêtement. Beaucoup d'énergie. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais avant, parce que c'était intéressant aussi, donc pour toi, le fait d'être proche, d'avoir cette proximité-là, facilite finalement ton boulot? Pas Oui, l'inverse, parce que certains pourraient dire aussi l'inverse, que la proximité, des fois, peut peut-être briser ou... toi, c'est plutôt quelque chose qui est positif pour c'est toi. quelque chose qui est positif Mhm. parce que les gens s'ouvrent aussi plus. Et les gens, parfois, ils font la remarque, ah oui, mais je suis allé chez ce médecin-là. Il était très carré, on va dire. Il était assez froid, très stoïque. Et ça, c'est quelque chose, les gens aussi ont du mal à s'ouvrir. Et puis, s'ils ont quelqu'un qui est plus à l'écoute, qui est plus détendu lui-même et qui n'est pas très dans un rôle précis, Mhm. ça les aide aussi. Ils trouvent ça un peu plus humain, si tu veux. Ils disent qu'ils peuvent interagir avec ce médecin et lui dire des choses qu'ils n'oseront peut-être pas dire à quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi culturel, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un, par exemple, qui est africain ou particulièrement congolais sera beaucoup plus ouvert chez moi que s'il va chez un médecin d'une autre ethnie Mhm. ou d'une autre origine. Donc, ça dépend. Ok. Et j'aimerais aussi aborder un sujet qui parle à beaucoup de personnes, je pense, et que beaucoup de personnes pourraient s'identifier aussi, le burn-out. Quand tu entends parler du burn-out aujourd'hui, qu'est-ce que tu observes réellement chez tes patients? Beaucoup de choses. Déjà, il y a beaucoup de patients, disons, beaucoup de personnes en général sont en burn-out. Je ne sais même pas si on devrait encore parler de burn-out, mais je pense que c'est un problème général. Il y en a de toutes les formes, de toutes les origines, le burn-out. Après, le mot burn-out aussi, aujourd'hui, il est dit de manière un peu loose. Tout le monde dit burn-out. Mais c'est quoi vraiment le burn-out? C'est quoi les critères pour dire que quelqu'un a un burn-out?
c'est très compliqué. Je pense que, je ne sais pas s'ils ont déjà standardisé ça, mais je pense que ça reste encore flou, le concept du burn-out. Il y a des critères, je ne les connais pas tous par cœur, mais je ne sais plus le plus important. Mais en tout cas, la notion du burn-out, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde. Et c'est, je pense, le truc qu'on a le plus maintenant. Et ça touche toutes les couches d'âge, les personnes âgées, les jeunes, surtout les jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est très fréquent maintenant aujourd'hui chez les jeunes. Avant, c'était très tabou le burn-out. Mais maintenant, avec la libération, les réseaux sociaux, les gens en parlent beaucoup plus. Et donc, du coup, les gens s'identifient et ils disent « Ah tiens, mais finalement, ce que la personne décrit, c'est ce que j'ai, c'est ce que je vis tous les jours. Ah ben, je suis en burn-out aussi. » Et donc, forcément, il faudra demander aux mutuelles le nombre de burn-out qu'ils ont. Mais du coup, est-ce que tu as su ou tu arrives à identifier certains types de profils qui reviennent souvent? Ou est-ce qu'il y a des signaux d'alerte qu'on ignore, nous, souvent, en tant que personnes qui côtoyons alors ces personnes qui sont en burn-out? C'est vrai que les profils, il y en a énormément, mais je pense que c'est plus les personnes jeunes. En tout cas, peut-être que je suis biaisé par rapport à ma patientèle ou aux patients que je vois qui sont relativement jeunes. Et peut-être chez un médecin plus âgé, les profils seront différents. Mais moi, de ce que je vois, en tout cas, il y a beaucoup de personnes jeunes. On va dire, quand je dis jeunes, ça veut dire d'âge moyen, de 25 à 40 ans. C'est ça qu'on dit jeunes en soi. Qui sont vraiment les plus touchés par rapport à ça, par rapport à leur métier, surtout les métiers, on va dire, le type col blanc, bureau, employé. C'est ceux-là qui sont le plus touchés, bizarrement. Je ne dis pas que les autres métiers un peu plus manuels, les ouvriers ne sont pas touchés, ils ont aussi ça. Mais les problèmes sont différents. Et je pense que ça doit être lié aussi à la digitalisation du travail. Le fait que le travail est digitalisé, les tâches sont maintenant illimitées. Il faut plus de rendement. Les entreprises demandent plus pour moins de personnel. Et alors tout le monde se plaint de la même chose. Il n'y a pas assez de personnel. On fait du travail pour 2, 3. Donc c'est un peu tout ça qui fait que les gens... Et je pense aussi que le télétravail a quelque chose à voir là-dedans. Minime, mais oui. Les gens, forcément, le télétravail a un peu cassé la limite qu'on avait entre le travail où on va au bureau et dès qu'on rentre à la maison, c'est fini. Et le fait qu'on a un ordinateur et qu'on peut travailler de la maison. Il n'y a plus de limite. Le droit à la déconnexion. On peut vous demander, il y a plus cette déconnexion parce qu'on peut toujours vous demander de faire quelque chose chez vous. Et puis, ça vous prend 1 heure, 2 heures. C'est déjà des heures sup qui ne sont pas comptées. Je pense que le télétravail joue aussi un rôle quand même par rapport à ça, même s'il est minime. Mais le harcèlement, je ne sais pas si je divague un peu, je vais dans tous les sens. Mais comment Il y a pouvons-nous beaucoup de aider choses qui me viennent en tête. Comment pouvons-nous aider alors les personnes qui sont réellement en burn-out? Parce que est-ce qu'on peut aider une personne qui ne veut pas se faire aider ou qui n'accepte pas qu'il va mal ou qu'elle va mal? Effectivement, c'est d'abord d'identifier et d'accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui est vraiment en burn-out, il vient, vous vous rendez compte directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui-même, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès qu'il rentre, les premières phrases qu'il dit, il est en larmes. Ou elle, souvent elle, mais bon, parfois les hommes aussi, oui. J'en ai eu le cas même hier déjà. Et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous vous rendez compte directement que la personne ne va pas bien. Les aider, il faut un suivi, un accompagnement. Souvent, on envoie chez le psychologue, psychologique, physique aussi. Faire une activité physique, du sport, ça peut aussi aider. Ça permet aussi un peu de sortir de ce schéma du travail, mais et aussi de la part de leur travail, de faire des aménagements pour améliorer les conditions de travail, même si en théorie c'est ce qu'ils sont censés faire, mais en pratique
C'est très difficile. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est, on va dire, pluridisciplinaire. Beaucoup d'acteurs doivent être en jeu pour accompagner les patients en burn-out. Qu'est-ce que les patients ne voient pas de ton métier? Ça, c'est une bonne question. L'envers du décor, c'est que, en fait, les patients veulent que vous soyez disponible quand eux, ils ont besoin. C'est les gens que vous n'avez pas vus pendant 3 mois qui vous appellent ou qui veulent prendre un rendez-vous, mais vous êtes en congé. Et ils veulent que vous soyez là quand eux, ils ont besoin. Et ça, c'est quelque chose où les gens ne comprennent pas, c'est que on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de gens qui veulent nous voir parce qu'ils ont besoin de quelque chose, d'un service, d'un soin, ou etc., etc. Mais ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Ce qui fait dire que, ça c'est un autre sujet, mais les heures de travail sont généralement longues et parfois ça peut être difficile de gérer aussi la vie familiale avec le On travail. y reviendra par après, t'inquiète pas. Ça fait partie... Mais bon, les gens ne voient pas tout ce qu'on doit faire. Il y a toute cette préparation physique, mentale aussi. D'aller travailler, de les recevoir, de s'occuper d'eux. Il y a tout un truc derrière qu'il faut préparer. Mais les gens, je ne sais pas si c'est un peu dans tous les domaines, ils veulent être... prioritaire. Voilà, c'est ça. Ils ne comprennent pas que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de personnes à voir. Et tout le monde veut quelque chose tout de suite. C'est un peu le monde auquel on vit aujourd'hui, où tout doit aller vite, tout doit être tout de suite. Ouais. Les gens n'ont plus cette patience d'attendre. Même dans les salles d'attente, ça râle parce qu'il y a 15-20 minutes de retard. C'est grave, ça. Ils devaient déjà être contents d'avoir un médecin qui va les recevoir. Et le même jour, c'est ça le pire, c'est que le même jour, il va les recevoir. Certains doivent attendre 2-3 jours pour voir un médecin. À Bruxelles, les médecins sont disponibles, vous les voyez le même jour. Mais voilà, ils ne peuvent pas patienter 20 minutes dans une salle d'attente parce que voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il faut gérer. Il faut gérer. Et si tu devais résumer l'envers du décor de ton métier en une phrase, tu dirais quoi? En une phrase. En une phrase. Je ne sais même pas comment décrire ça en une phrase. Je pense que les mots, c'est mieux. Ouais, Je on va dirais essayer peut-être dévouement. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, et empathie. Je pense que c'est vraiment ça, c'est être empathique. Si on n'est pas empathique, on ne peut pas faire un métier comme médecin généraliste. Ok. Il faut vraiment de l'empathie, sinon, c'est pas possible. Je pense que c'est le mot qui résume le mieux. Et là, tantôt, tu nous parlais justement du temps, de l'aspect familial. Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à protéger ton temps libre? C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de temps libre. Bon, moi, j'ai un cas un peu particulier. Je travaille à plusieurs endroits, j'ai plusieurs cabinets, donc je dois être un peu partout en même temps parce qu'il y a de la demande partout. Et c'est très difficile de gérer son temps parce que parfois, on a des horaires qui sont précis. On est censé travailler de 9h à midi, mais on finit jamais vraiment à midi parce qu'une consultation ne dure théoriquement 15 minutes, mais elle ne dure pas vraiment 15 minutes. Parfois, c'est plus, parfois, c'est moins. Parfois, il y a des patients qui ne sont pas prévus, qui viennent sans rendez-vous. Parfois, ça prend plus long que prévu parce qu'il y a ça. Donc, gérer le temps, c'est quelque chose qui est très difficile en tant que médecin généraliste. On a toujours cette image des médecins dans la campagne qui travaillent jusqu'à 22h, en fait. Pas parce qu'ils ont envie de travailler jusqu'à 22h, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont beaucoup de choses à faire. Mais travaillant à Bruxelles, c'est un peu mieux parce que on travaille en groupe avec d'autres médecins. Donc,
on peut plus s'arrêter et voilà, pouvoir gérer son temps différemment, avoir des horaires plus précis, parce qu'on peut toujours déléguer chez un autre médecin qui est disponible ou qui vous remplace. Mais sinon, le temps, comme on dit, c'est de l'argent. C'est vrai. Mais voilà, il faut essayer de se trouver du temps. Mais il faut aussi garder une vie qu'on est des humains et qu'on n'est pas des machines. Le travail a un temps et puis il faut savoir arrêter, prioriser aussi d'autres choses. Et on attend beaucoup des médecins aujourd'hui, mais est-ce qu'on lui laisse le droit d'être fatigué? Justement, on est fatigué. C'est pas un métier qui est forcément très physique, même si ça l'est quand même. On pense que on est assis sur un bureau et on signe des documents. Non, c'est très, très, très physique. Mental aussi. Il faut avoir quand même un mental qui est très fort. Et je ne sais plus qu'est-ce que tu as dit là dans ta question. Je me suis perdu. On attend beaucoup des médecins, mais est-ce que vous avez le droit finalement d'être fatigué? Est-ce qu'on vous laisse le droit d'être fatigué? Pour les gens, non. On doit être là. On ne doit pas être fatigué parce qu'ils se disent, mais si vous êtes fatigué, vous êtes malade, nous on fait comment? Les gens me disent ça comme ça. Je dis, vous faites comment et moi alors? Donc voilà, j'ai même pas le droit d'être malade. Quand je suis malade, la secrétaire, elle m'appelle, elle me dit, mais écoute, tu n'as pas intérêt. Tu as ton agenda qui est plein, tu viens, même si tu es malade. Parce qu'on on voit pas les choses de ce côté que c'est quand même quelque chose de physique aussi. Consulter, examiner les gens. Parce qu'on se dit, bah, physiquement, vous ne devez pas faire grand-chose. Vous êtes assis, vous signez des papiers, c'est tout ce que vous faites. Non, en fait, c'est très physique. Et même quand on est malade, il faut être là. Il faut être là et les gens, ils veulent que vous soyez là. Et alors, même quand vous leur dites que vous êtes malade, quand ils arrivent, ils te disent « Ah, le docteur qui est malade, qu'est-ce que nous on fait? Il doit aller voir un docteur. » Donc ils ne valorisent même pas l'effort. Ils valorisent même pas. C'est dingue, mais bon, voilà. On est encore relativement jeune, on profite de cette force physique qu'on a, mais je pense qu'à un certain âge, on réduit son temps de travail et on profite un peu plus d'autres choses. Et t'arrives-tu parfois d'avoir des patients qui vont justement valoriser la présence, le fait que tu aies pu faire le déplacement? Parce qu'encore une fois, on peut se dire que c'est un dû, mais finalement, c'est un travail. Et derrière cet aspect de médecine générale, il y a un humain derrière, comme tu le disais aussi. Oui, c'est ça qui est aussi réconfortant. La plupart des patients valorisent beaucoup ça. Il y en a vraiment qui sont contents, qui vous donnent vraiment qui valorisent votre travail. Et ça, c'est quelque chose qui motive aussi. De savoir qu'il y a des gens qui apprécient, qui sont vraiment reconnaissants de ce que vous faites pour eux. Le fait que vous pouvez les voir le même jour. Et ça, c'est quelque chose qui aussi motive quand même. Ils ont de la gratitude. Voilà, c'est ça. Non, mais ça, c'est bien. Et qu'est-ce qui te fait encore te lever chaque matin? Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de toujours continuer, jour après jour, malgré toutes les contraintes dont tu viens de nous faire part? Les crédits. Non, je rigole. Non, mais oui, parce que il faut. Il y a une misère humaine, pas dans le sens financier ou pas, non, mais il y a une détresse psychologique, psychique des gens qu'il faut. Et on est un peu au centre de tout ça. On peut simplement faire un papier, ça peut être un certificat médical, une prescription pour une radio. Pour nous, ça peut nous paraître banal, mais pour les gens, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Téléphoner, prendre un rendez-vous pour quelqu'un à l'hôpital, c'est quelque chose qui peut nous prendre 5 minutes, mais ça peut changer la vie de quelqu'un qui avait des problèmes et on lui a trouvé une solution. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut motiver, bon, je veux dire aussi ma famille en soi. Mais si on veut rester vraiment dans le cadre du travail, oui, c'est une motivation en plus.
Et voilà, c'est aussi un challenge de se dire, bon, demain, qu'est-ce que je vais voir? Parfois, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et ça, c'est quelque chose aussi qui motive, de se dire que demain sera une autre journée, un autre challenge. Mais parfois, on regarde l'alarme, on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de partir? J'aimerais bien rester dormir un peu. Mais Après, ça, c'est comme dans chaque métier, peut-être, finalement. Chaque matin, on se pose la question, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? c'est vrai que nous, on n'a pas cette contrainte parce que la plupart d'entre nous, c'est une profession libérale. On est indépendant. En fait, on n'a pas vraiment l'obligation en soi d'aller travailler. Je peux simplement me réveiller et dire j'annule tous les rendez-vous parce que je ne me sens pas bien. Mais c'est déjà arrivé des fois. Mais moi, en général, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et les rares fois où ça arrivait dans quel contexte? Souvent malade, on se sent vraiment pas bien, alors on annule, ou des urgences familiales, quelque chose qu'il faut faire, un enfant qui est malade et on ne sait pas. Une fois, c'était même bête, j'avais juste j'avais perdu les clés. Je ne retrouvais pas les clés. Et j'ai appelé mon collègue avec lequel on partage le cabinet, il n'était pas à Bruxelles. Donc je ne sais pas aller travailler, je n'ai pas les clés. Donc j'ai dû annuler et puis je les ai retrouvés 3 heures après. Mais c'était déjà trop tard, j'avais tout annulé. Donc, il y a des raisons d'annuler, mais moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. En général, j'essaie quand même d'aller travailler. Mais petite question juste par rapport à ça, parce qu'avec tout ce que tu nous as dit depuis le début, t'arrive-t-il plutôt de culpabiliser à ces moments-là en te disant, tiens, peut-être que j'ai laissé des patients pour lesquels il y avait peut-être une urgence. Comment est-ce que tu vis ça? Cette culpabilité, je pense que tous les médecins, généralement, peut-être les médecins généralistes en particulier, l'ont. Je suis sûr. On a cette culpabilité de se dire, ah, peut-être que ce cas-là, j'aurais pu faire ça. Peut-être que j'allais voir quelque chose où j'aurais pu aider. Peut-être que ça. Et même quand on part en congé, on a la même chose. On a cette culpabilité de se dire, je ne suis pas là. Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller derrière moi? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a des patients qui veulent vous voir que vous. Il y a d'autres qui sont un peu plus, voilà, ils peuvent aller chez les autres médecins, mais la plupart, quand ils veulent vous voir vous, ils vont vous attendre jusqu'à ce que vous reveniez. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils vont m'attendre pendant une semaine? Qu'est-ce qui va pas leur faire voir un autre médecin? Mais voilà, parce qu'ils veulent que ça soit vous, effectivement. Et c'est vrai que ça peut, au début, c'est difficile de se détacher. C'est pour ça que la plupart des médecins sont en burn-out. Et la plupart des vieux médecins ne veulent pas arrêter de travailler. Parce qu'ils ont cette culpabilité de se dire, mais on va laisser ces patients. Qu'est-ce qu'ils vont faire si je ne suis pas là? Et ils continuent à travailler 70 ans, etc. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de tous leurs patients qu'ils veulent laisser. Alors ils essaient de réduire leur nombre de patients, mais ils ont toujours les mêmes qui continuent à voir, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Et ça, c'est un problème aussi. Donc. Et puis avec le temps, on apprend à se détacher de cette culpabilité, de se dire, je ne suis pas là, ils vont trouver une autre solution. On met toujours en place un suivi après nous. On redirige, voilà, je ne suis pas là jusqu'à telle date, vous pouvez aller chez X, Y. Et parfois, les patients comprennent, ah ouais, reposez-vous, bonnes vacances, etc. Mais il y a d'autres qui ne comprennent pas ça. Ils veulent absolument que vous fassiez quelque chose. Même si vous êtes à l'étranger, c'est compliqué, mais bon, c'est quelque chose qu'on essaie de gérer. Mais avec le temps, on gère cette culpabilité. Je ne veux pas dire qu'on devient, disons, on la sent moins. Et on sait se détacher, on sait vraiment séparer. Surtout si on a mis les choses en place pour qu'il y ait une continuité. Et là, on arrive à gérer ça. Et selon toi, quelle serait alors la limite d'âge? Parce que tu parlais du fait qu'il y a pas mal de médecins aujourd'hui qui travaillent jusqu'au tard. Quelle serait la limite d'âge pour toi pour pratiquer pour un médecin généraliste? Le problème, c'est qu'ils travaillent tard parce qu'il n'y a pas assez de médecins généralistes. Il se retrouve, il y a des médecins, je connais un médecin qui a travaillé 4 ans de plus parce qu'il ne savait pas laisser son cabinet à un autre médecin. Il a cherché,
personne ne reprenait son cabinet parce qu'il n'y avait pas assez de médecins généralistes. À Bruxelles, on a l'impression qu'il y en a beaucoup au mètre carré. Mais quand vous mettez ça par rapport au nombre de population, c'est pas assez. Donc tout Bruxelles est considéré comme une zone à pénurie. Ok. Alors qu'on a l'impression de voir des centres médicaux à chaque coin de rue, parce que la population est énorme. Je ne vous parle même pas des campagnes où il n'y a même pas de médecins dans certaines villes ou dans certains villages. Donc, la plupart continuent parce qu'il n'y a pas assez de médecins pour prendre la relève aussi. Mais moi, je pense que la limite, ça serait vraiment, moi personnellement, pour moi, je ne vais pas travailler plus de 55 ans. Ok. Je ne vois pas l'intérêt, mais parce que j'ai d'autres affaires que je fais aussi. Je suis dans d'autres histoires. Mhm. Je pense que ça, c'est ma limite. Mais peut-être que à ce moment-là, je changerai d'avis, mais je pense que j'ai une limite. Je pense que je ne pourrais pas travailler plus que ça. Et tu parlais aussi de santé mentale. Tu disais que ben, pas plus tard que hier, tu avais pu voir un homme. Est-ce que du coup, ça, tu rencontres aussi plus de vulnérabilité, on va dire, dans ton cabinet? Et surtout, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que pour toi, aujourd'hui, la santé mentale des hommes prend aussi beaucoup plus d'importance? Parce qu'on entend souvent parler de la santé mentale des femmes, mais est-ce que finalement, ça, c'est pas quelque chose qui est banalisé aussi de l'autre côté? Ah oui, les hommes, la santé mentale des hommes, ça, c'est un sujet très intéressant. C'est quelque chose qui a toujours été négligé de toute façon. Parce que ce sont des sujets qu'on n'abordait pas, parce que c'était assez tabou. Mais je pense qu'avec le temps, le wokisme, les choses ont un peu changé. On parle plus de santé mentale masculine parce que énormément les hommes ont besoin de soutien aussi. Dans tous les domaines, dans toutes les catégories d'âge. Et je pense que c'est quelque chose qu'on tient plus en compte. Après, je ne peux pas vous dire qu'il y a plus de burn-out chez les hommes que chez les femmes. Je ne sais pas vraiment dire s'il y a une différence. Mais les contextes sont différents. Ok. Harcèlement chez les femmes, manager toxique, Hmm. ça c'est quelque chose qui revient souvent. Et souvent, ces managers sont des femmes. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, c'est. Oui, la santé mentale chez les hommes. Et c'est vrai que les hommes s'ouvrent plus qu'avant. Avant, les hommes gardaient beaucoup ce qu'ils y vivaient, Mhm. et qu'ils soient célibataires, mariés ou peu importe. C'est vraiment. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus ouverts et ils disent ce qu'ils pensent. Et surtout, ils acceptent d'être suivis. Parce que c'est ça qui est dur avec les hommes, c'est les suivre, Hmm. d'assurer un suivi et qu'ils le suivent. Ouais. Les gens viennent avec une plainte, on leur offre des solutions, mais il n'y a pas de suivi derrière. Parce que voilà, je suis un homme, je vais me débrouiller, je trouverai bien une solution. Mais finalement, ils ont besoin de suivi. Selon toi, comment est-ce qu'on peut alors briser ce tabou? Toi qui rencontres du coup différentes origines, tu parlais justement de personnes, comment tu arrives à briser un peu ces tabous ou à être cette personne de référence où les personnes peuvent se livrer pour tout? Parce que peut-être qu'ils n'ont pas ces référents-là au sein de leur foyer, au sein de leur famille, pour pouvoir aborder, parce que nous, on se connaît et on discutait souvent en off, et je sais que par exemple, tu as souvent reçu des patientes de tout type de communauté, mais qui pouvaient venir pour justement parler avortement avec toi, parce que peut-être que des fois dans les foyers, c'est compliqué. Quel est ton regard par rapport à ce type de situation et comment est-ce que tu arrives à accompagner ce type de personnes? D'abord, on parle des hommes ou en général? Parce que là, tu as parlé aussi de... J'ai parlé, oui, c'est vrai, de manière générale, mais en fait, c'est parce que quand je parlais de ce qu'on discute, nous, souvent en off, tu vas souvent par exemple parler des femmes, par exemple. Oui. Parce que si on parle d'avortement, ça concerne plutôt, par exemple, certaines femmes. Et donc la question, c'était comment... Est-ce que tu arrives à briser ces tabous-là avec ces personnes pour qu'elles arrivent à venir t'en parler? Ben, c'est vrai que il y a le principe du secret médical. C'est Mhm, que les gens peuvent nous dire mhm, des choses. On est très proche des gens.
d'une certaine manière dans leur intimité. Je vais donner un exemple. Une femme voilée qui vient parce qu'elle a un problème au niveau de son oreille. Les gens ne sont pas censés voir ses oreilles. Mais elle doit enlever son voile pour que je l'examine. C'est quelque chose de très, on va dire, personnel, ou on va dire pas vraiment intime, c'est pas le bon mot, mais ce qui fait qu'on a cette proximité qui fait que les gens peuvent se confier dans ce sens-là parce qu'ils savent que tout ce qu'ils vont nous dire va rester chez nous. On ne va pas les juger, on va surtout les accompagner et les aider. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et pour les hommes aussi, c'est initier la discussion pour vraiment qu'ils soient à l'aise de manière à ce qu'ils puissent parler de leurs problèmes. Et encore une fois, l'empathie, comprendre, se mettre à leur place et essayer de voir et de montrer qu'il y a d'autres alternatives que ne rien faire. On peut toujours faire quelque chose pour les aider et qu'il y a toujours des solutions à tous ces problèmes-là. Mais vraiment se mettre dans la peau des gens, ça les permet aussi de s'ouvrir, de briser ce tabou. Comme tu dis, les gens de différentes origines, ethnies, religions, parfois il y a certains sujets qu'ils n'osent pas aborder parce qu'ils ont peur d'avoir le jugement de X ou Y. Mais ils savent qu'avec toi, en tant que leur médecin traitant, médecin, tu es à l'écoute et tu le gardes pour toi et tu essaies de trouver une solution. Et moi, il y a des gens qui m'ont confié des choses que je ne m'attendais vraiment pas qu'on me confie. Mais que je me suis dit, waouh, je ne m'attendais pas. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Mais voilà, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et est-ce qu'on se prépare à ce type d'aveu finalement? Parce que quand tu dis ici que tu ne t'attendais pas à ça, comment est-ce que tu restes stoïque et prêt face à... Parce que voilà, il faut aussi une réaction, il faut une attitude à adopter à ce moment-là. Il faut être prêt. Il faut être dans le non-jugement. On ne juge pas. Déjà, de un, on écoute et on essaie de trouver une solution d'abord médicale. Parce qu'à la base, on est quand même médecin, on est censé soigner des problèmes médicaux. Même si la psychologie est aussi quelque chose de médical d'une certaine manière. Mais on écoute et on essaie de trouver des solutions ensemble. On propose des solutions au patient par rapport à son problème. Mais c'est vrai que parfois, notre réaction... Parfois, je t'avoue, je suis choqué. Je ne sais pas cacher que je suis choqué. Quand quelqu'un me dit quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, je me dis, waouh, c'est incroyable, comment... Et on apprend beaucoup dans ce métier. On apprend beaucoup de choses parce qu'on entend de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et voilà, c'est essayer de rester neutre et surtout essayer d'apporter des solutions. C'est ça le plus important. Mais en fait, c'était intéressant, mais je rigolais parce que je pensais des fois à des discussions qu'on peut avoir et où quand tu dis, ça va se voir que tu es choqué, parce qu'effectivement, si on te connaît, on peut voir que ça peut te choquer. Mais ce qui est bien, je trouve, pour ma part, vu que je te côtoie aussi justement à l'extérieur aussi, c'est que tu vas avoir ce côté curieux. Et donc, tu ne vas pas t'arrêter juste au fait que tu es choqué, mais du coup, c'est ça aussi qui te distingue. De vouloir savoir un peu plus. Exactement. Oui, c'est vrai. Mais dans le bon sens du terme. Parce que c'est ça aussi aujourd'hui qu'il faut transmettre, c'est que être curieux, c'est pas quelque chose de négatif. Parce qu'on parle souvent de ça comme quelque chose de négatif. Pourtant, être curieux, c'est aller au-delà de ce que la personne veut bien te donner. C'est vrai. Et surtout que les patients nous apprennent beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend des patients que déjà on ne savait pas parce qu'on ne peut pas tout savoir. Chaque jour, on apprend quelque chose, même d'un enfant. Tu seras étonné le nombre de trucs que parfois on se dit, mais ça, je ne savais même pas. Je ne voyais même pas les choses de cet angle-là. Et simplement, un patient te dit quelque chose que tu ne savais pas. Aujourd'hui, les patients savent tout. Ils ont ChatGPT. La remise en question. La remise en question.
Oui, on apprend beaucoup de choses, que ce soit par rapport à la médecine, par rapport Réaction humaine, tout aux simplement. réactions humaines. Euh, en les examinant, on découvre des choses. Parfois, on se dit, mais ça, on m'a jamais appris ça à l'école. Mais là, on m'a appris que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, en réalité, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on m'a appris. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. C'est pour ça que on acquiert de l'expérience. C'est pour ça que les médecins généralistes, plus ils sont âgés, plus ils ont de l'expérience, plus les gens les apprécient. Moi, j'ai des gens qui viennent et me disent, ah ouais, mais l'autre, votre collègue, là, il est jeune, il vient de commencer, moi, je ne veux pas aller chez lui. Hmm. Pourtant, il est même plus frais de la fac. Il connaît même plus des trucs plus récents que nous, on connaît même plus. Ça fait 10 ans qu'on a quitté la fac. Mais ils veulent venir chez toi parce que toi, tu as plus Hmm. d'expérience, entre guillemets. Et l'expérience, c'est quelque chose qui joue. Mais ça, je pense, c'est dans tous les métiers. Oui. Quelqu'un qui est expérimenté, que ce soit dans la banque ou dans d'autres Mhm. domaines, il sera toujours mieux, plus, Bien il aura sûr. toujours plus que quelqu'un qui Il aura beaucoup plus de bouteilles et de voilà. réflexions, de manière de rebondir sur tel ou tel sujet parce que ben, il a déjà vécu pas mal de choses ou vu telle ou telle chose. Donc oui, Mhm. ça c'est. Mais retenez, les patients, vous apprenez des choses aux médecins généralistes. Beaucoup, beaucoup. Non, mais c'est bien. Et du coup, ben, on a beaucoup parlé des contraintes, tout ça, mais du coup, qu'est-ce qui te permet ou qui t'anime aujourd'hui dans ce métier de toujours continuer si tu devais citer trois choses. Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est une très bonne question, en fait. J'ai Tu jamais me, tu pensé. me- tu me dis tu me dis ça depuis le début que je pose que des très bonnes questions. C'est mon rôle. J'ai jamais pensé à trois choses qui me motivent, on va dire, à continuer ou Mhm. à. Ben, c'est vrai que ça fait un peu cliché, mais la découverte. Hmm. J'ai découvert un penche. Je vais dire, dans le premier mot, je dirais d'abord la découverte. Et entre guillemets, j'ai découvert des types de passions que j'ai fait parce que je travaillais d'abord à un endroit particulier et puis j'ai ouvert mon premier cabinet dans un autre quartier. Et là, j'ai eu différents types de patients que j'avais pas l'habitude de voir avant. Et donc, c'est vrai que cette découverte, le fait de découvrir aussi des nouvelles personnes, de différents horizons, de différents âges, ça, c'est quelque chose qui peut motiver en premier. En deuxième, hmm, qu'est-ce que je pourrais dire qui On peut même motive? se limiter à deux, hein, c'est pas grave. Euh, on va dire surtout l'aspect expansion et création d'opportunités. Parce qu'à la base, en tant que médecin généraliste, on est là aussi pour former les futurs médecins. Et donc, le fait de s'étendre permet aussi de pouvoir prendre en charge les jeunes médecins, leur apprendre aussi des nouvelles choses, ou en tout cas de sortir du cadre de ce qu'ils ont appris à la fac. Parce que ce qu'on a appris à la fac et la pratique, il y a vraiment une différence. Et donc, les jeunes médecins, quand ils arrivent, ils sont toujours choqués de se dire qu'en fait, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous a appris. Et ça aussi, je dirais même, c'est le deuxième aspect, c'est, en un mot, je dirais, l'expansion ou, je sais pas quel mot je pourrais utiliser, l'apprentissage, je sais pas, la formation, si Mhm. tu veux. Et le dernier, je sais pas, C'est peut-être que pas ça grave. me reviendra comme ça. On va laisser pour les deux, hein, c'est déjà très bien. Oui, ça, Merci c'est pour. déjà bien, c'est déjà bien. Mais de toute façon, ici, on arrive à la fin aussi. Euh, Est-ce que tu aurais un mot peut-être pour des jeunes qui envisageraient de rentrer dans la médecine? Ben, c'est vrai il y en a beaucoup. Il y a eu une génération, par exemple, comme nous, là, on a grandi un peu à l'époque où les gens regardaient toutes ces séries comme Urgence, les Grey's Anatomy. C'est quelque chose qui a entraîné beaucoup de jeunes à faire la médecine, parce que la plupart des gens avec qui on a fait la médecine, c'était souvent, ils venaient de familles où il y avait déjà des médecins. C'était très rare de voir quelqu'un qui n'était pas d'une fibre, on va dire, d'une famille ou d'un background de médecin qui penser à faire de la médecine. Parce que les jeunes ont cette idée que voilà, ce sont des longues études,
Ils ne sont pas sûrs d'eux, je ne suis pas assez compétent, je n'ai pas les capacités. Surtout les jeunes d'aujourd'hui, où c'est très difficile pour eux d'étudier, vu qu'ils ont toutes ces distractions avec Internet et le niveau de l'enseignement en général qui est un peu moins bon. Donc, ils ne se voient même pas faire ça. Ou même des jeunes, on va dire, issus de l'immigration, etc., qui ne se voient pas là-dedans. Parfois, ça peut être une motivation pour eux de se dire « Ah tiens, il y a un médecin africain aussi qui travaille à Bruxelles, etc. » Oui, c'est de se motiver. C'est un très bon métier, le métier de médecin en général, et particulièrement le métier de médecin généraliste. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit. Ouais, ce sont des longues études, c'est difficile, tu ne vas pas y arriver. Non, tu peux toujours y arriver. Et moi, de toute façon, dès que j'ai l'opportunité d'avoir un jeune enfant de tout âge ou jeune ado, la première chose que je lui dis, c'est de faire la médecine. Et ils le savent tous. Tout. De faire la médecine. En espérant que certains le fassent. Mais ce que je retiendrai, ça serait de dire que derrière soigner, prescrire, il y a des humains. Il y a des humains qui portent des responsabilités, qui écoutent, qui prennent du temps pour justement nous accompagner, pour former. Tu parlais de transmission ici à la fin, mais qu'il faut bien savoir aussi que vous avez aussi vos contraintes personnelles et qu'il faut pouvoir les valoriser, ce que les gens oublient souvent. Ouais. Ça, c'est vraiment ce qui me marque ici à l'issue de notre discussion. C'est vraiment l'envers du décor. Oui, et surtout aussi, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est quand on est médecin généraliste, même au niveau familial, on est médecin. Ça veut dire que même avec ma famille, on me voit toujours, j'ai toujours cette casquette de médecin. Je ne suis pas simplement Joël ou l'oncle ou je ne sais pas moi, le neveu. Non, je suis le médecin. Donc, et ça, je ne sais pas si je veux dire que c'est un avantage ou pas, mais c'est quelque chose qui nous colle à la peau. Et c'est quelque chose qui sera peut-être comme ça toute notre vie finalement. On sera vu que comme médecin. Pas comme une personne à part entière. Ouais. Quelqu'un. Donc parfois, je ne sais pas si les gens me parlent ou me demandent quelque chose parce que c'est moi ou parce que je suis médecin. Je ne sais pas si on m'appelle parce qu'on veut juste prendre de mes nouvelles ou parce qu'on veut forcément quelque chose derrière qui est lié à mon métier. En fait, c'est un de ces rares métiers où ton identité est liée à ton métier. Donc, ton humanité est liée à ton métier. En fait, je serai seulement vu comme médecin de toute façon. Quoi que je fasse, même quand je prendrai ma retraite, il y aura toujours ce titre qui sera collé à moi. C'est comme un militaire. On sera toujours militaire, même si on quitte l'armée. Donc, c'est... Je ne sais même pas si c'est une bonne analogie, ça, les militaires. Je ne sais même pas si je devais dire ça. Mais je vois ce que tu veux dire, du fait qu'on n'arrive pas à l'enlever de la tête, en fait. C'est de se dire va pas toute ta enlever, vie, c'est toute sa on va vie, toujours c'est comme ça. t'appeler, tiens, Joël, peux-tu nous donner ton avis par rapport à ça, par rapport à telle maladie, toujours avoir un regard neuf sur... Et ça, même avec les amis, mais c'est quelque chose que je pense que tous les autres médecins le vivent aussi. Ils auront toujours cette casquette-là. Que certains métiers n'ont pas. Ça veut dire qu'on ne va pas t'embêter parce que tu es dans les ressources humaines ou tu es dans d'autres domaines. Mais on va toujours ce côté médecin qui va ressortir partout où tu vas aller. Donc c'est un peu le côté que je dirais qui est difficile. Je ne sais pas si c'est une charge ou une forme d'épée de Damoclès comme ça sur la tête qui te colle, mais il faut faire avec. Même avec mes voisins, c'est pareil. Je ne voulais pas qu'ils le sachent, mais ils le savent. Et donc, dès qu'ils le savent, c'est toujours pareil. Ils vont toujours te demander quelque chose par rapport à ça. Et bon, voilà. On a appris à vivre avec. Parfois, on a envie d'oublier un peu cette identité de médecin, être simplement quelqu'un comme tout le monde. Et parfois, on va au supermarché, on vous le rappelle. Parce qu'on a croisé un patient, une patiente au supermarché. Ah, c'est mon docteur.
C'est, Non, c'est un peu l'envers du décor aussi. totalement. Mais ça me fait penser même, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé non plus, mais c'était, tu sais, on entend souvent parler aujourd'hui de stars dans le foot, dans la musique. Mais finalement, aujourd'hui, en t'écoutant, et même avec ce que tu me dis, du fait que vous n'avez pas forcément droit à des vacances, à être malade, finalement, c'est vous les stars. Parce que sans vous, quelque part, on n'est rien. Quand je dis sans vous, on n'est rien, c'est que les personnes malades ne seraient pas où ils pourraient se réorienter pour trouver une solution à leurs problèmes. Donc, Oui. En fait, c'est quelque chose qui est lié un peu au métier de médecin. mhm, Ça veut dire que le métier de médecin, par définition, on est censé que faire du bien. mhm, C'est ça qui donne un peu une forme de noblesse à ce métier, c'est que un médecin ne peut pas faire quelque chose qui est négatif par essence, que ce soit un chirurgien, un médecin généraliste ou peu importe, un cardiologue. mhm. Son métier consiste à faire quelque chose de bien, de positif et d'aider ou de soigner. Donc en fait, ça ne peut pas être vu d'un mauvais côté. C'est pas par exemple quelqu'un qui est dans les finances, hein, qui peut prendre une décision qui fait du mal. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à ça. Mais comment est-ce que tu poses ton regard par rapport à ça, du fait que finalement, c'est vous les stars un peu, parce que les patients ont besoin de vous? J'aimerais pas que les gens aient autant besoin de moi, malheureusement, mais Mhm. c'est comme ça. On est un peu au centre. Mais c'est vrai, surtout en tant que médecin généraliste, on est vraiment au milieu de tout ça. Et on doit coordonner, diriger les patients, les orienter dans les bonnes directions. On est encore plus au centre par rapport aux autres médecins qui le voient un patient une fois par an, un diabétologue, il le voit une fois par an. Et puis... Mais nous, on les voit dans toute leur globalité. D'où le terme du premier tri que j'avais employé au début. Parce qu'au Voilà, final, si vous c'est êtes vraiment vraiment ça. le... On fait vraiment le tri et on essaye de soigner ce qu'on peut et orienter vers les personnes les compétentes. personnes compétentes pour la suite. Mhm. Très bien. Ben, c'était en toute humanité. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième podcast. Comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous. Et surtout, parce que j'en discutais aussi justement avec un ami dernièrement, je sais que c'est pas toujours facile ou chose aisée de pouvoir valoriser des fois des choses qu'on aime bien parce qu'on va se dire, oh ben, on n'y pense pas. Mais c'est vrai que juste un petit j'aime, un petit commentaire, ben, ça fait toujours plaisir. Comme vous avez vu ici, on a discuté, on a essayé de donner et de transmettre de l'énergie. Ben voilà, ce petit retour-là est toujours très plaisant aussi. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour suivre les prochains épisodes qui arrivent très vite. À bientôt.